L'écrivain de ce roman est Jean-Marie Gustave Leclésio. Jean-Marie Gustave Leclésio, lauréat du prix Nobel de littérature en 2008, est un écrivain qui aime la Corée et ses régions. Il s'inspire souvent de ses voyages. La Corée est l'une des destinations qui l'inspire. Il est tombé sous le charme d'un temple bouddhiste appelé Onjosa, et la Corée est devenue pour lui plus qu'une destination. Leclésio a été très actif dans le milieu académique coréen. Il a même donné des cours à l'université Ewha et a écrit plusieurs romans en Corée. C'est le livre que nous lirons ensemble aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Leclésio aime aussi la Corée parce que c'est une société à plusieurs étages. Séoul est comme un verre brisé. Séoul a souffert de diverses difficultés tout au long de l'histoire moderne, mais paradoxalement, la ville brille à travers ces difficultés. L'auteur souhaite que le lecteur soit plongé dans l'univers de Séoul, la ville où nous vivons tous les jours, en y mêlant des éléments mythiques. Il donne une description réaliste de la ville et des sentiments des gens qui y vivent. Séoul est l'une des nombreuses villes qui l'inspirent, mais revêt un caractère particulier. Maintenant, écoutons les histoires de Pinna, le personnage principal de notre roman, Pinna sous le ciel de Séoul. Bonjour Pinna. Bonjour, je m'appelle Pinna. Je ne suis qu'une autre fille ordinaire faisant de mon mieux pour supporter ma vie dans cette grande ville complexe qu'est Séoul. C'est Salomé. Elle est malade, elle ne peut pas bouger de son lit, et j'ai commencé à la divertir en lui contant des histoires. Les histoires peuvent être réelles ou provenir de mon imagination. Je vous raconterai aussi ces histoires. Elles seront tellement intéressantes que même Salomé m'a supplié de continuer mes histoires à la fin. Monsieur Cho est le concierge de l'appartement Good Luck. C'est un ancien policier, il est originaire de Corée du Nord. Il s'occupe de pigeons sur le toit de l'immeuble dont il est le seul à avoir laissé et il les adore. Sa mère est née dans une famille propriétaire d'un verger. Son père était valet de ferme. Lorsque la guerre a éclaté, le père de M. Cho a rejoint l'armée populaire et n'a plus donné de nouvelles. À la fin de l'été 1950, sa mère a donc amené M. Cho à Poindon au sud pour échapper à la guerre. Quand Cho était petit, sa mère lui chantait toujours la célèbre chanson traditionnelle Arirang et M. Cho pensait un jour franchir rivière et montagne pour rentrer chez eux. Voilà pourquoi M. Cho élève des pigeons voyageurs. Il espère qu'un jour ils rapporteront les nouvelles à la maison. Tous ces pigeons portant nom, Diamant et Dragon Noir sont les héros de M. Cho. M. Cho entraîne ces pigeons, mais sa femme et sa fille pensent que son attitude est quelque peu étrange et ne sait même plus de le comprendre. Au début, sa femme a pensé que M. Cho voulait se remémorer l'histoire de sa ville natale et qu'il en avait la nostalgie. Mais avec le temps, elle n'était plus très enthousiaste quant à son plan. Après la mort de celle-ci, M. Cho se plonge dans la préparation de son voyage de retour. Sur le toit de l'appartement, il élève des pigeons qui l'entraînent à voler au-dessus des rivières et même à voler au-dessus du mont Bukhan, cette montagne escarpée. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement avant le grand départ et le long périple de retour. Il se souvient de la faim et du vacarme de bombardement qu'il a entendu dans sa jeunesse lors de l'évacuation. Il entraîne spécialement ses pigeons à traverser un champ de thé parce qu'il pense que des tirs sur le DMZ pourraient survenir à tout moment. Même après l'entraînement, il ne donne pas de nourriture aux pigeons, il leur donne seulement un peu d'eau et ils partagent leur peine. Enfin, les pigeons voyageurs de M. Cho s'envolent chargés de messages de vœux dont M. Cho est l'auteur. Dans ces messages, il y a des mots comme futur, joie, amour et bonheur. Après avoir volé toute la journée, un des couples de pigeons vient d'attendre la ville natale de M. Cho. C'est la fin d'un long voyage. Les enfants remarquent les pigeons, trouvent et lisent le message. Bientôt,
Ils attacheront eux-mêmes des messages aux pattes de pigeons et les renverront dans la direction où ils viennent. Enfin, le rêve de M. Joe s'est réalisé. À l'entrée de l'appartement Goodlock, il y a un salon de coiffure qui est dirigé par Madame Im. Anche a pris l'habitude de venir en visite dans le salon de coiffure. Madame Im l'a surnommée Kitty, mais elle ne sait rien de l'animal. Interpellé par l'aura mystérieuse et sombre qui entoure Kitty, il accroche un petit sac de paille à son cou dans lequel elle glisse un message. Elle met un message dans son sac pour en savoir plus sur Kitty. Pourtant, personne ne touche le message dans son sac pendant un moment. Kitty est de retour au salon de coiffure. Madame Im vérifie son sac et elle trouve un nouveau message qui semble écrit par un enfant. Madame Im rédige un autre message en indiquant l'adresse de son salon de coiffure et elle le remet dans le sac de Kitty. Tout le matin, Madame Im attend que Kitty arrive au salon et essaie de se faire une idée sur le comportement de celle-ci. Un jour, elle lit le message qui semble être écrit par l'un des concierges de l'immeuble. Il y est écrit que Kitty se balade pour savoir qui elle est. Après avoir lu cela, Madame Im pense que ce n'est pas un hasard si Kitty est venue au salon de coiffure. Elle pense que Kitty est une messagère qui apporte les nouvelles. C'est un réseau qui relie les inconnus. Un autre jour à 16h, Kitty vient au salon de coiffure avec des nouvelles de Madame Yang Yumi. Sur un papier déchiré d'un calepin, il y a un griffonnage en lettres rouges. J'espère vous revoir dans une prochaine vie. Yang Yumi, 6e étage, bloc B. Madame Im connaît Madame Yang car elle est déjà venue au salon pour demander du travail. Madame Yang habite au 6e étage du pavillon lettre B, mais son mari a disparu sans laisser de nouvelles et son fils est handicapé depuis un accident de voiture. Madame Im voit cette note et court à l'appartement de Madame Yang suivi de ses employés et s'y trouve des traces d'une tentative de suicide. Tout au long de la soirée, les gens lui tiennent compagnie et lui apportent de la nourriture. Le mari de Madame Im, qui ramène tout à un problème d'argent ou de santé, apporte des gens qui à peine éclosent à Yang Yumi. Les gens reviennent chaque jour et Madame Im va régulièrement vers Madame Yang. Elle lui trouve un travail dans un magasin de réparation de vêtements. Depuis lors, il y a une sorte de consensus, une entraide parmi les femmes du quartier. Il est impératif de connaître ses voisins pour les aider et d'être au courant des problèmes. Cela signifie qu'elles ne doivent pas rester sans nouvelles des autres. Et depuis lors, Kitty ne revient plus. Normalement, Madame Im oriente vers le bouddhisme est persuadée que Mademoiselle Kitty est véritablement une voyageuse. Elle traverse plusieurs vies, plusieurs mondes pour réaliser son travail de réparation. La rencontre entre Hana et Naomi eut lieu en 2019, en soir à minuit. Hana travaillait à l'époque dans une maternité. Un soir à minuit, elle a trouvé devant sa porte un petit bébé à la peau bien rose, enveloppé dans une couverture. À ce bébé, Hana prodigua tout son amour. Elle lui donna un nom, sans doute le premier de sa vie. Elle l'appela Naomi. Ah, combien Hana aimait ce bébé. Un jour, une famille est venue à la maternité. Elle leur a même menti affirmant que Naomi était handicapée. Quand la maternité lui a fait savoir qu'elle ne pourrait plus s'occuper de Naomi, Hana s'est enfuie avec elle dans la foule. Depuis lors, elles sont devenues une vraie famille, pareille aux autres. Naomi ne semblait pas différente des autres enfants, et pourtant, elle l'était. Elle avait le pouvoir de voir ce que les autres ne pouvaient voir. Elle était capable de voir Dieu. Hana voulut savoir quel était le Dieu que Naomi voyait.
Elle l'amena dans des églises, des temples, voies de chamans, dans tous les endroits où elle pourrait reconnaître le Dieu qu'elle voyait. Mais Naomi n'en avait cure. Un jour, elle affirma qu'elle voyait 2 dragons qui attendaient leurs gens loin des bruits de la ville. Naomi ne donna pas d'autres détails, alors Anna pensa qu'il s'agissait d'une manifestation de l'imagination de l'enfant. Un jour d'hiver, Naomi trouva un oiseau dans la neige devant l'appartement. Elle l'appela OJ et se comporta comme sa mère. OJ était atteint d'une maladie incurable et Naomi reçut le conseil de relâcher OJ, mais cela lui était impossible. Une nuit, OJ est apparu dans le rêve de Naomi, traversant le ciel sur le dos de dragon. Cette nuit-là, Naomi était avec OJ et recueillit son dernier souffle. Puis se laissa OJ reposer en paix sous l'arbre où ils étaient rencontrés pour la première fois. Et chaque fois qu'elle passait devant l'arbre, parlait à OJ comme si elle s'adressait à un ami, pensant qu'elle le retrouverait un jour. Il y avait une très jolie enfant, Kwanyangsu, qui vivait avec sa grand-mère, son père et sa tante à Yangwon, dans la province de Gangwon. Depuis son plus jeune âge, cette jolie jeune fille belle qui adorait chanter. Elle allait à l'église avec sa grand-mère et fit bientôt partie de la chorale. Chaque dimanche, elle chantait des chants religieux. Un jour, elle eut l'opportunité de devenir chanteuse professionnelle. Grâce à la recommandation du pasteur Randall, à qui on avait demandé s'il pouvait trouver dans sa chorale un candidat susceptible d'enregistrer des chants liturgiques. Malgré les réticences de sa grand-mère, elle a été auditionnée. Ayant réussi l'audition, elle a pu signer un contrat avec l'agence. Sa grand-mère a fini par donner son accord sous la pression du pasteur Randall. Lors d'une entrevue avec celui-ci, elle a été violée. Traumatisée, elle décida de ne plus aller à l'église et s'enfuit de la maison. Elle fit la connaissance d'un groupe de garçons plus âgés qui jouaient du rock les soirs dans un club. Elle devint la chanteuse du groupe et on la baptisa Nabi. Elle vivait dans un studio d'enregistrement du groupe près de la station de change de Gangnam à Séoul. Elle passa là la plus belle période de sa vie, interprétant des chansons que les garçons avaient composées. Repérée par la production Jericho, sa réputation se répandit sur les réseaux sociaux. Le groupe signa un contrat avec l'organisateur d'une tournée en mettant en avant Nabi. C'est alors qu'un photographe d'âge moyen, Namgil, tomba amoureux d'elle. Il fit des photos de Nabi pour les magazines de Séoul et du monde entier. Elle devint célèbre. Et Namgil devint son producteur et son protecteur, et les garçons furent licenciés. Nabi tomba entièrement sous son emprise. Nabi logeait dans un appartement avec vue sur le fleuve Han. Les garçons lui manquaient, mais Namgil lui raconta des histoires négatives sur eux, lui conseillant de les oublier. Malgré tous les cadeaux qu'elle recevait et la présence de son amant, sa vie quotidienne était solitaire. La seule personne avec qui elle était à l'aise et avec qui elle pouvait parler était le concierge de l'immeuble qui lui racontait sa vie avant la guerre. Un jour, Namgil présenta à Nabi une jeune femme de 23 ans, Yumi, pour lui servir d'agent et elles se lièrent d'amitié. Nabi apprit alors que sa grand-mère était très malade. Sa grand-mère n'avait jamais reconnu la vie choisie par Nabi et refusait de la rencontrer. Ainsi, elles ne s'étaient pas vues depuis des années. Namgil et Yumi mirent au point une rencontre avec sa grand-mère sans prévenir Nabi. C'est ainsi que dans l'église de son enfance, devant sa grand-mère, assise au premier rang, elle interpréta des chants religieux. Mais sa grand-mère la fixait d'un regard froid et quitta l'église. En février, Nabi apprit la mort de sa grand-mère.
et Nabi décida de se suicider en découvrant que Yumi et Namgil étaient devenus amants et qu'il avait fui après l'avoir dépouillé de ses biens. Monsieur Joe, le concierge qui avait laissé à manger devant sa porte, remarqua qu'elle n'y avait pas touché et pénétra dans l'appartement en utilisant les clés de secours. En voyant le corps de Nabi, il exclama « Pourquoi? Pourquoi ?» À présent, je vais vous conter mon histoire. J'avais trouvé un emploi de traduction en anglais à temps partiel à Tamsil. Je pris donc le métro pour m'y rendre, mais à un moment donné, je me suis sentie mal à l'aise. Quand je suis descendue à la gare Tamsil et me suis dirigée vers la sortie, j'ai eu l'impression d'être suivie. Un harceleur que j'avais déjà rencontré et que je croyais disparu me suivait. Cependant, il avait changé d'aspect. Il était habillé élégamment, donc j'aurais pu ne pas le remarquer. Mais en réalisant que les harceleurs me suivaient, je devais être plus calme. Je ne savais pas ce que je devais faire si je devais fuir. Et puis, je trouvais un moyen qui pourrait surprendre. Il me fallait dire à Salomé comment j'avais géré cette situation et donner une fin à l'histoire. En même temps, la situation a provoqué ma colère. Quelle que soit la distance, impossible de lui échapper. Quand je fus vraiment hors de moi, le harceleur avait disparu de ma vue. Mais alors que j'essayais d'entrer dans le bâtiment où je devais travailler à temps partiel, quelqu'un m'en empêcha. C'était le harceleur qui m'avait suivi. Je me suis sentie perdue, mais le harceleur m'adressa la parole de manière incompréhensible, disant que quelqu'un essayerait de me tuer si je pénétrais dans le bâtiment. C'est alors que je compris qu'il n'avait pas de mauvaises intentions à mon égard. Salomé devait avoir envie que je lui raconte l'histoire du harceleur et avait engagé un détective privé pour me suivre. Peut-être que cette personne a été congédiée. Cela doit me faire peur car il a révélé son existence pour me protéger. Après cet incident, j'ai déménagé à la station Andu. Quand toutes mes histoires furent terminées, Salomé me supplia de lui en dire plus. Comme mes histoires et l'espoir de vivre de Salomé, la misère, le chagrin de tous les personnages et de mon histoire et de la mienne ont une fin. Voilà l'histoire que j'ai racontée à Salomé. Vous avez aimé mon histoire? Je me demande ce que vous avez ressenti. Alors, j'ai demandé à une auditrice de nous faire part de son sentiment. Écoutons-la. 끝나지 않았으면 좋겠는데 끝나는 소설? 셀러웨이가 느끼듯이 서울에 대한 그 클리셰 아니면 스테레오티프를 너무 강화시키고 있다. 네, 그냥 프랑스인들이 보통 생각하는 서울의 그런 단편적인 모습을 반복하고 있다고 느끼면은 있죠. 서울을 바라보고 만들어낸 작품을 읽고 나니까 서울이 달리 보이죠. 예를 들면은 지금까지는 그냥 평범하게 봤었던, 예를 들면 그 초반에 왜 나오잖아요. 빛나가 처음에 서울에 왔을 때 버스 안이나 지하철 안에 사람들, 승객들을 보면서 이 사람은 뭐 어디에서 태어나서 어떤 삶을 살았고 이렇게 상상하는 부분, 아 내가 지금까지 정말 현실만 보고 살았구나, 서울에서 살면서 내 삶을 살면서 조금 꿈을 꾸게 되었다. 그 있죠, 스토커에게 쫓기다가 막 두려워하다가 그때 갑자기 이것이 이야기라면 하면 생각하는 부분 있잖아요. 맞아요. 되게 공포가 사라졌다. 되게 힘든 일이 있는데 이걸 어떻게 허구, 그러니까 아니면 꿈, 이렇게 한번 마치 그런 것처럼 한 번쯤 볼 수 있을까? 현실을 그렇게 되면 정말 스트레스나 아니면 공포 이런 것이 좀 줄어들지 않을까 하면서 약간 거리두기 하게 되고 현실하고. 그리고 서울 시민이 그냥 지나가는 사람들 하나하나에 대해서 조금씩 한 번 더 쳐다보게 되고 따뜻한 시선으로, 그게 소설의 힘인 것 같아요. C'est tout ce que j'ai préparé pour l'histoire d'aujourd'hui. Maintenant, je veux entendre vos histoires. Comment allez-vous aujourd'hui sous le ciel de Séoul?